Merci de nous rejoindre. Vous êtes au bon endroit, c'est international. Vous êtes sur les antennes de TV5 Monde, sur RFI, émission que nous réalisons conjointement avec le quotidien Le Monde. Novembre 2015, c'était il y a un an et la France s'apprête à commémorer les attentats les plus graves jamais commis sur son territoire. On se souvient du Bataclan, on se souvient des terrasses et des quelques 130 victimes de ce soir-là dans Paris. Beaucoup de questions, un an après, autour de la prévention éventuelle qui aurait pu se mettre en place. Beaucoup de questions auxquelles va répondre peut-être Didier Lebret. Merci d'être avec nous. Vous êtes diplomate français, vous êtes ancien ambassadeur et vous étiez, à l'époque de ces attentats, coordinateur du renseignement français. Ce plus grave attentat, lorsqu'on dirige ce centre de coordination, qu'est-ce qu'on ressent? C'est un échec pour le renseignement français. On se dit on n'a pas su l'éviter, on n'a pas su prévenir. Tout attentat sur le territoire national est vécu comme un échec par les services eux-mêmes. S'ils ne l'ont pas vu, s'ils ne l'ont pas anticipé, ils prennent ça comme le résultat de quelque chose qui est passé à travers les écrans radars. Donc ils sont les premiers à faire ce travail d'introspection. Malheureusement, on l'a vu tout au long de l'année, il y a ce que les services savent faire, c'est-à-dire démanteler des filières organisées, traquer, suivre, prévenir. Et puis il y a malheureusement les fameux actes terroristes d'opportunité qui font que le matin, la personne qui va commettre l'acte ne sait pas, peut-être même que l'après-midi, elle va être à l'origine d'un attentat. Donc ça, sauf à aller dans le cerveau des personnes concernées, c'est très difficile. Alors, nous allons vous poser avec Sophie Malibaud de RFI et Christophe Ayat du quotidien Le Monde beaucoup de questions sur l'état de la menace actuellement en France et dans le monde. Avant cela, on va voir peut-être un outil juridique qui s'est mis en place au début de cette année. C'est Europol, c'est peut-être une meilleure coordination avec là aussi interrogation sur le profil des terroristes qui sont passés au travers des mailles du filet. Musique rythmée et animation 3D. Le clip de présentation a tout de l'opération de communication. Mais pour la première fois, les polices européennes ont rassemblé sur un site internet unique et accessible par tous les fiches des fugitifs les plus recherchés à l'international. Une liste publiée quelques jours seulement après le lancement officiel à Amsterdam du nouveau centre européen de contre-terrorisme. Le centre permettra d'améliorer l'échange d'informations entre les services de sécurité dans toute l'Europe. Europol, qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, fournira un support immédiat et direct. C'est au siège d'Europol à La Haye que la cinquantaine d'agents de la nouvelle structure a désormais la lourde responsabilité de combler les failles du renseignement européen. Car depuis les attentats de novembre à Paris, les ratés de la sécurité dans l'espace Schengen sont nombreux. Comment se fait-il par exemple qu'Abdelhamid Abaoud, pourtant fiché comme terroriste, ait multiplié les allers-retours en Syrie en passant par plusieurs pays européens ? Salah Abdeslam était surveillé de près par les policiers belges avant les attentats, mais était inconnu en France. Et que dire du cas Medine Mouche? Il voyage en Syrie puis rentre en Belgique via l'Allemagne avant la tuerie de Bruxelles. Il sera finalement arrêté lors d'un banal contrôle douanier à Marseille. Alors depuis, la France a frappé du poing sur la table et exigé des 28 qu'ils accélèrent. Mise en place d'une task force avec des équipes dédiées à la lutte contre la fraude documentaire, contrôle aux frontières extérieures, montée en puissance de Frontex, interrogation du SIS, connexion du SIS avec les autres fichiers criminels. Le SIS, le système d'information Schengen, existe déjà. Encore faut-il l'adapter. Pressée d'agir, l'Europe part avec un certain retard. La liste des fugitifs les plus recherchés diffusée aujourd'hui par Europol, par exemple. Aux États-Unis, une telle liste, le FBI en publie une depuis plus de 60 ans. Alors justement, parmi ces auteurs des attentats de Paris, on voit que certains étaient déjà dans cette mouvance. Comment se fait-il que cette coordination européenne n'ait pas existé, puisqu'on sait qu'un certain nombre d'entre eux venaient notamment de Belgique? En fait, quand on a construit l'Europe, on a aboli progressivement le contrôle aux frontières internes entre les pays de l'Union européenne. Et on ne s'est pas donné les moyens de pouvoir disposer des informations utiles pour des services de renseignement qui traquent
le terrorisme aux frontières extérieures de l'Europe. Donc voilà, ça, il faut le reconnaître, c'est la situation dont on a hérité. Alors, mentionné tout à l'heure Europol. Europol, c'est un vrai progrès sur le front du contre-terrorisme, mais c'est d'abord et avant tout une coopération entre services de police. Les services de renseignement sont plus dans le travail, je dirais, de service à service en fonction d'éléments très précis qu'ils recherchent. Pour vous donner l'illustration de ce qu'on part de très très loin, quand j'ai pris mes fonctions avec le coordonnateur européen de la lutte contre le terrorisme, Gilles de Kerchove, on a organisé pour la première fois en janvier 2016 une réunion de l'ensemble des coordonnateurs européens en France. Ça n'existait pas. Didier Lebray, est-ce que on parle souvent d'un FBI européen? Est-ce que c'est réaliste ou est-ce que c'est absurde? Parce que quand on consulte les spécialistes français, ils disent on ne va pas partager nos renseignements avec 28 pays. C'est pas possible. Enfin 27 autres. Bon, les réalités ne sont pas les mêmes. Les États-Unis d'Amérique, c'est un État, certes, où chaque État fédéré a son mot à dire, mais c'est quand même un État. C'est un seul pays. C'est un seul pays. Donc là, on a 28 pays, enfin 27 maintenant, qui ont chacun des traditions différentes, qui ont des organisations administratives, judiciaires et des services de renseignement qui sont d'inégale valeur. Certains ont fait le choix de quasiment tout judiciariser, d'autres sont encore sur des services de police, d'autres sur des services de renseignement. Donc il faut déjà harmoniser nos pratiques avant d'arriver à pouvoir penser à un FBI. Donc quand on dit FBI européen, c'est un peu absurde, c'est un peu illusoire. Il faut faire ce que disait Bernard Cazeneuve dans sa présentation des nouvelles mesures. C'est-à-dire qu'il faut déjà que chacun joue le jeu. Il faut que chacun nourrisse le fameux fichier SIS de l'ensemble des éléments d'information dont il dispose sur la dangerosité réelle ou pas de telle ou telle personne qu'on a intérêt à suivre ensemble. Et vous étiez en train de mentionner tout à l'heure Gilles de Kerchove, donc coordinateur du renseignement à l'échelle européenne. Vous n'avez pas été choqué de voir le peu de moyens dont il dispose quand vous l'avez rencontré? Lui-même nous l'a dit souvent dans cette émission, 5 collaborateurs et en fait, surtout au bout d'un an, pas plus, même voire moins. Ça reflète aussi, je crois, la position et la volonté des États membres de l'Union européenne. Le manque de volonté, vous voulez dire? Enfin, en tout cas, la volonté de maintenir la question de l'organisation des services de renseignement comme une question de souveraineté, ce qui n'empêche pas la coordination, mais il y a effectivement eu des résistances, il faut le reconnaître, à avoir quelque chose qui soit précisément ce que vous évoquiez tout à l'heure, un FBI à la française. Donc les attentats n'ont rien changé? Si, ça a renforcé, comme je vous disais tout à l'heure, la partie opérationnelle. Les services travaillent vraiment maintenant étroitement entre eux. Et on a, dans le cadre de ce que je vous disais tout à l'heure, on a aussi maintenant une coordination entre services européens. Christophe Ayad, Le Monde. Mais alors, ce qu'on voit au niveau européen, j'ai l'impression qu'on le voit au niveau français. C'est-à-dire plusieurs services, chacun avec son territoire, ses zones de compétences, ses informations qu'il veut garder. On l'a vu sur le 13 novembre. Vous avez la DGSE, la DGSI, vous avez l'UCLAT, vous avez un coordinateur, comment tout ça fonctionne? On a l'impression qu'il y a trop de structures. Puisqu'il faut un coordinateur, justement. Il y a peut-être trop de structures, mais ce sont des structures qui sont aussi l'héritage de nos institutions. Après, est-ce qu'elles sont adaptées? Chaque institution, si vous voulez, on a dit, voilà, gendarmerie, police, préfecture de police, ça. Chaque institution a son histoire. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est pas forcément de mettre l'ensemble du dispositif à place, qui prendrait des mois, voire des années, mais c'est de faire en sorte que l'information cruciale soit partagée en temps réel. Est-ce qu'elle l'est? Le contre-terrorisme, c'est d'abord et avant tout la capacité à faire en sorte que l'information circule et qu'elle soit traitée par l'ensemble des services qui doivent tous concourir au même objectif, qui est de pouvoir prévenir les... Vous étiez coordinateur. Est-ce que vous aviez toutes les informations sur une table, à un endroit? Oui, bien sûr. Parce qu'il paraît que les fichiers ne sont pas du tout les mêmes. D'abord, les fichiers des personnes surveillées. Quand j'ai pris mes fonctions, à la demande du président de la République, on a organisé de manière beaucoup plus régulière des réunions autour du président, on appelle ça le Conseil national du renseignement, tous les 3 mois pratiquement, pour s'assurer que le leadership qu'on a souhaité, qu'on a voulu, qu'on a donné au ministre de l'Intérieur, de façon à pouvoir sanctuariser
le territoire national de la menace terroriste. Sanctuariser, c'est un grand mot, mais l'idée était bien celle-là, et faire en sorte que tous les services se mettent en ordre de bataille pour pouvoir contribuer à la lutte contre le terrorisme et être vraiment dans une optique où tous les moyens sont mis à disposition du ministre de l'Intérieur. Didier Lebret, est-ce que vous avez l'impression qu'on va vers un renforcement de cette fonction, de ce poste du coordonnateur? Est-ce qu'il va avoir plus de moyens dans ses mains? Oui, je crois. C'est une d'ailleurs des recommandations de la commission Fenech-Trasanta, sur laquelle la commission d'enquête parlementaire. D'enquête parlementaire. Qui est sortie cet été. Qui est sortie cet été. Et Bernard Cazeneuve a réagi positivement aux éléments qui étaient réalistes et sur lesquels on pouvait effectivement travailler, notamment de pouvoir créer une structure autour du coordonnateur d'analyse, comme le font les Britanniques ou les Américains. Mon homologue James Clapper, le DNI, a un service qui permet de faire la synthèse de l'état de la menace. Bon, c'est quelque chose sur lequel on travaille actuellement. Oui, mais alors lui, il n'est pas coordinateur, il est directeur. Ce qui est un changement quand même. C'est parce que pour le coup, il a des moyens d'agir et autorité sur différents services qui sont de nature très différente. Alors son principal, il a deux leviers. Il en a un que j'avais dans mes anciennes fonctions, c'est d'être en contact direct avec le chef de l'État et de pouvoir lui transmettre tous les jours un brief sur l'état de la menace et sur ce qui nous paraît devoir remonter au niveau du chef de l'État. Donc ça, il le fait lui de son côté. Nous, on le fait aussi à notre manière en France. Là où on a des différences, c'est que lui a un levier encore plus puissant qui est de pouvoir arbitrer les budgets des 16 agences. Nous, on n'a pas 16 agences, on a 2 grandes agences, la DGSE, la DGSI, qui concourent à la lutte ensemble contre le terrorisme, et 4 autres agences qui, chacune dans ses missions, la DNRED pour les douanes, le Tracfin. Vous trouvez normal, par exemple, que Paris, ce soit à part, que la DGSE, la DGSI ne soit pas sur... Il y a une direction du renseignement de la police. Tout ce qui, si vous voulez, présente un caractère opérationnel pour lutter contre le terrorisme est mutualisé. Ils travaillent déjà dans des mêmes locaux, ils ont des interfaces... Il y a eu un terroriste qui est passé comme ça de Paris à Reims sans que... Là, vous faites allusion au problème de suivi sur le plan territorial entre ce qui relève de la préfecture de police et ce qui relèverait éventuellement soit de la DGSI, soit du renseignement territorial. Bien sûr, ce sont les ratés de la mutualisation. Oui, mais c'est pas non plus, si vous voulez, en renversant la table et en créant... Souvenez-vous ce qui a été fait au moment des grandes réformes du renseignement territorial, feu, RG. On s'est dit, voilà, on fait une seule structure, la DCRI à l'époque. Le résultat, c'est qu'on a dévitalisé complètement le territoire national de services qui aujourd'hui sont en première ligne pour faire remonter les signaux faibles que la DGSI doit traiter. Donc quand on avance sur ce genre de réforme, il faut y aller d'une main tremblante parce qu'on sait très bien ce qu'on peut mettre à plat et détricoter. On ne sait pas ce que ça va donner après. Et dernier point, quand vous mettez sous tension maximale, ce qui est le cas aujourd'hui de l'ensemble de nos services, vous ne pouvez pas en même temps leur demander de faire des réformes en permanence. Donc il y a un moment, il faut être conséquent. Il y a une polémique actuellement sur ce qu'on appelle les fiches S, c'est-à-dire les individus qui sont suspects. Est-ce qu'avec le renseignement, on aurait les moyens actuellement de suivre l'ensemble de ce corps social, l'ensemble de ces gens qui sont fichés? Ou est-ce que c'est une indication, au fond, pour rassurer l'opinion publique, mais sachant qu'on n'a pas les moyens derrière d'être attentif? Vous savez, dans ces personnes qui sont fichées, vous avez des gens extrêmement dangereux, qui sont déjà suivis par la DGSI ou d'autres services, et vous avez des gens qui sont là, ça peut aller de la simple dénonciation, délit de faciès, ou vous avez aussi des cas psychiatriques. Donc ça ne veut rien dire, fiche S. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut avoir une approche différenciée de l'ensemble des cas. Vous ne pouvez pas traiter les 12 000 ou les 13 000 ou les 14 000 cas qui sont tous les matins sur le bureau du ministre de l'Intérieur de la même façon. Vous avez, dans certains cas, la réponse la plus adaptée, ça sera un service social, ça sera la famille, ça sera l'éducation. Mais vous ne pouvez pas avoir la même approche pour l'ensemble des cas. C'est pour ça que c'est compliqué. Est-ce qu'au fond, Didier Lebret, vous ne quittez pas cette fonction avec une certaine frustration au moment où on parle de le réformer, de renforcer la fonction, vous la quittez, on ne comprend pas très bien... Écoutez, je suis venu dans ces fonctions en mission. Ma mission, c'était de faire en sorte que les services
se décloisonnent autant que possible, se coordonnent, que la priorité absolue soit donnée au contre-terrorisme. J'estime avoir fait ce qu'on m'avait demandé. Bien sûr qu'on peut faire toujours plus. Et ensuite, c'est des choix personnels. Moi, j'ai choisi de me lancer en politique. Donc voilà, je n'allais pas à la fois rester dans mes fonctions et faire de la politique. Didier Lebray, vous êtes justement, vous venez de parler du fait que vous êtes entré en campagne et que vous êtes lancé en politique. Cette année, il y a une campagne électorale et on voit déjà beaucoup de propositions. Est-ce qu'elle vous concernant le traitement des personnes suspectes, le traitement des propositions d'incarcération administrative, de quasi Guantanamo à la française, est-ce que vous avez peur qu'on rentre dans une surenchère démagogique sur la question du terrorisme dans un moment très très sensible? Bien sûr que je redoute cette approche. Je crois que la ligne... Par exemple, la question de l'incarcération administrative. Non, il y a des choses il y a des choses en matière de police administrative qu'on peut faire, qui ont été renforcées d'ailleurs par le président de la République et le gouvernement en incorporant les mesures qui étaient possibles dans le cadre de l'état d'urgence, qui sont aujourd'hui dans la loi. Donc, je veux dire, les assignations à résidence prolongée, les perquisitions domiciliaires, tout ça permet d'aller plus en profondeur et de lever davantage... Je parle des candidats des Républicains. Mais pour répondre à votre question, je crois que cette bataille, c'est bien sûr une bataille qui se mène sur l'état de guerre, militairement. C'est une bataille qui se mène chez nous aussi. Et chez nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut combattre le terrorisme avec les armes de la démocratie. Renforcer, il ne faut pas non plus être naïf. Mais renforcer, ça ne veut pas dire s'asseoir sur le socle dur de ce qu'on a construit au cours des siècles, à savoir l'état de droit, le respect de la démocratie, la possibilité pour toute personne mise en examen d'être jugée et pas condamnée par décision administrative. Didier Lebray, vous parlez d'une réponse, d'un état de droit, etc. Dans le livre récent qui vient de sortir, les entretiens donc du président François Hollande, il reconnaît qu'il y a eu au moins 4 opérations homo, c'est-à-dire des assassinats ciblés de terroristes. Est-ce que vous avez cette information? Est-ce que vous l'aviez? Et qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on ne met pas en danger en révélant ce genre de choses? Mais tout le monde le sait. Tout le monde le sait que quand vous êtes en guerre contre des terroristes, quand vous décidez d'organiser des frappes à Raqqa, à Mossoul ou à Deir ez-Zor ou ailleurs, vous savez très bien qu'il y a une possibilité, quand vous visez des infrastructures stratégiques, des centres de formation, des états-majors militaires, vous savez très bien qu'il y a toujours un risque. Là, c'est pas un risque, c'est un choix, au contraire. Oui, mais où ça peut être un choix assumé de considérer que ces personnes qui ont programmé des attentats chez nous, seront confrontées à une action directe. Mais le dire, ce n'est pas encore renforcer la menace sur la France? Tout le monde le sait, donc ça change rien. Ouais. Ça change rien. C'est la première fois qu'un président de la République le reconnaît clairement, néanmoins. Écoutez, il a le mérite de le dire, et c'est ce que tout le monde sait. Pas de quartier pour les gens qui mènent la guerre contre nous. En termes de lutte contre le terrorisme, il y a eu plusieurs lois, loi terrorisme, le renseignement. Est-ce qu'il y a assez de lois? Est-ce que tous les instruments sont là et on ne s'en sert pas forcément très bien? Ou est-ce qu'il faut encore de nouveaux instruments? Dans une démocratie, comme c'est le cas dans notre pays, quand vous donnez plus de moyens aux services, c'est ce qu'on a fait durant toute la période écoulée, vous êtes dans l'obligation aussi d'avoir plus de contrôle. Donc à un moment, les choses atteignent un point d'équilibre. Renforcer encore l'arsenal législatif, ça nous contraindra aussi à renforcer le contrôle. Donc on arrive après à des degrés, si vous voulez, de sophistication qui sont tels qu'au fond, ça peut nuire à l'efficacité même des services. Mais est-ce qu'on n'est pas allé trop loin? En l'état actuel, non. Je pense qu'en l'état actuel de ce que la loi permet, on donne des moyens aux services qu'ils n'avaient pas avant, de suivi avec... Les moyens technologiques, ils sont là également pour la cyberguerre. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des services mieux équipés que d'autres de ce point de vue-là? Il y a la DGSE a pris, c'est vrai, le train en marche depuis longtemps. Il y a de très bons ingénieurs qui ont pu permettre de mettre à niveau nos structures, mais les autres services aussi sont en train de faire leur mue technologique. Alors Didier Lebray, nous venons de parler donc de ces attentats qui ont eu lieu en France voici un an, de la commémoration de cette semaine. Nous allons élargir, voir au niveau international la situation. Avant, point d'information sur les antennes de RFI, sur celles de TV5 Monde. Et on vous retrouve juste après. Je rappelle que vous êtes ancien coordinateur du renseignement français et que vous étiez en poste au moment de ces attentats.
Retour international sur les antennes de TV5 Monde, de RFI, émission réalisée avec le quotidien Le Monde. Notre invité aujourd'hui, Didier Lebray, ancien coordinateur français du renseignement, émission que nous réalisons alors que la France s'apprête à commémorer les attentats de Paris. On se souvient du Bataclan, des terrasses, 130 victimes, c'était il y a un an. Donc beaucoup de questions que nous avons posées sur la situation de la France, sur la montée en puissance du renseignement et de la prévention de cette menace. Nous allons élargir à la situation internationale. Au moment où nous nous parlons, dans la deuxième ville d'Irak, à Mossoul, la communauté internationale, les forces irakiennes, les États-Unis s'emploient à déloger Daesh. Visiblement, dans quelques jours, peut-être quelques semaines, la ville va tomber et Daesh va être vaincu militairement. Est-ce que c'est la fin de l'histoire? Est-ce que Daesh restera une menace? C'est la fin d'une partie de l'histoire, d'une partie importante qui est de mettre un terme à la propagande de Daesh sur le thème « Nous sommes invincibles » et notre califat est en perpétuelle expansion. Aujourd'hui, voilà, c'est la fin d'une première partie d'histoire. Je pense que ces échecs militaires, la reconquête par les Irakiens avec le soutien de la coalition internationale, ça va remettre les choses en perspective, montrer qu'au fond, ce qui s'est passé à Mossoul, quand Daesh est entré dans Mossoul sans combattre, en réalité. C'est pas tant, je dirais, le génie propre de al-Baghdadi, c'est surtout le résultat d'une situation où une communauté en Irak s'était sentie tellement peu représentée, voire malmenée, avec une telle appréhension vis-à-vis d'autres communautés, notamment des milices chiites. Le choix qui avait été fait, c'était plutôt Daesh que de continuer comme ça. Donc on voit bien, aujourd'hui, c'est la fin, une fois encore, d'une première histoire. Mais il faudra non seulement aller jusqu'au bout de cette victoire militaire, mais il faudra aussi gagner la paix. Mais Didier Lebray, est-ce que vous pensez que les opérations militaires, la pression sur Daesh en Irak et bientôt en Syrie aussi, est-ce que ça n'a pas un risque de provoquer un contre-coup ou alors un retour de djihadistes français, européens, disons, vers leur pays d'origine, et un contre-coup aussi, c'est-à-dire une volonté de se venger là où c'est plus facile? Clairement, mais je crois que c'est assumé. Tous ceux qui, à la tête de l'État français ou d'autres responsables membres de la coalition, savent pertinemment qu'en ne lâchant pas, en allant jusqu'au bout, jusqu'à la racine, si j'ose dire, en tout cas géographique du mal, on s'expose à voir cette espèce de guerre asymétrique s'implanter encore davantage chez nous. Est-ce que vous diriez que le risque est en hausse aujourd'hui en Europe et en particulier en France? Je pense que dans une période de transition, au moment où il va bien falloir que, d'une manière ou d'une autre, l'État islamique fasse la démonstration qu'ils ne sont pas complètement à terre, il y aura bien évidemment une recherche de candidats à des actes isolés un peu partout en Europe. Alors, s'il y a certains moyens quand même pour bloquer l'éventuel reflux de combattants vers l'Europe, vers la France, que dire de la menace de la mobilité de ces combattants à destination des pays d'Afrique? Au départ du tas du Levant? Oui, de ceux d'Irak, de ceux de Syrie, qui pourraient donc être de plus en plus nombreux, aller vers la zone... Alors, quand on regarde un petit peu l'implantation, il y a eu un très gros risque, qui est d'ailleurs toujours d'actualité, sur la Libye. Pourquoi? Parce que la Libye, à la fois, c'est une zone idéale pour ensuite partir sur l'Europe, mais aussi parce que c'est un territoire qui est immensément riche, doté de ressources pétrolières et gazières. Donc il y a toujours cette idée par ce groupe terroriste de pouvoir à la fois aller là où il y a des sanctuaires, là où c'est le plus utile pour se projeter, mais là aussi où il y a des ressources. En Afrique, bien sûr qu'il y a aussi des ressources, mais les routes sont peut-être un peu plus contrôlées, un peu plus compliquées. Il y a moins de proximité géographique avec l'Europe. Bon, on a vu à l'époque du conflit en Nord-Mali, quand on est intervenu, ça n'a jamais attiré des centaines ou des milliers de djihadistes étrangers, ni même européens. Comment? Non, c'est pas fini. Non, mais je veux dire que c'est une chose d'attirer des jeunes Européens
ou des jeunes maghrébins à Raqqa, Mossoul ou des Resors, où vous avez des facilités de vie, où c'est quand même, ce sont des vraies villes. C'en est une autre de faire le choix d'aller dans l'Adrar des Éphoras, etc. C'est quand même, les conditions ne sont pas les mêmes. Donc vous estimez qu'il n'y a pas un risque Si, bien sûr qu'il y a un risque. Tout territoire qui tend à devenir une zone franche, une zone de non-droit, peut potentiellement attirer... Est-ce que les services de renseignement savent qui est parti, disons d'Europe pour simplifier, qui est parti en Syrie, et donc est-ce que ces services de renseignement ont les moyens d'empêcher leur retour, ou en tout cas de les contrôler et d'éviter que des attentats ne soient commis? Oui, on sait à peu près qui est parti. Après, toute la difficulté, c'est d'arriver à faire en sorte que quand ils pénètrent sur le territoire européen, qu'il y ait une possibilité ensuite de les tracer. Ils ne vont jamais revenir directement, ils ne vont pas prendre un Damas-Paris. Ils passeront par des routes qui seront... D'où l'importance d'une coordination européenne. Via la Turquie, via les Balkans, donc l'importance d'une coordination européenne et de pouvoir aussi disposer d'éléments fiables de traçabilité. On l'a vu au moment des grands flux au départ de la Turquie, vers l'Allemagne et d'autres pays, dont le nôtre. Certains sont arrivés avec des passeports syriens qui avaient été volés par l'État, enfin récupérés par l'État islamique et donnés aux candidats au djihad. Donc on a des vrais faux documents dont il faut avoir la certitude que leurs titulaires sont bien ceux qui figurent sur le document. D'où la nécessité de passer par la biométrie au moment où on entre sur le territoire européen, de prendre l'empreinte digitale des personnes qui entrent de façon à pouvoir ensuite les suivre sur une base réelle. Je voudrais revenir sur les capacités de nos renseignements et ce terrain qui est le terrain malien, plus précisément, puisqu'on le disait, il y a encore eu un mort dans le nord, au nord-est de Kidal cette semaine. Tué, oui. Par ailleurs, le mois de novembre, le 2 novembre 2013, c'était l'assassinat de nos confrères Ghislaine Dupont et Claude Verlon. De RFI. Et depuis, on déplore que la lumière ne soit toujours pas faite, qu'il n'y ait toujours pas d'explication, qu'on ne sache pas dans quelles circonstances ça a pu avoir lieu. Comment est-ce que vous expliquez cette incapacité à lever le voile? Écoutez, moi je suis pas au bon endroit, si j'ose dire, pour en parler. Mais vous étiez à la gestion des crises. L'enquête est en cours, on est dans une phase de judiciarisation. Donc c'est pas ni un fonctionnaire ni même au coordonnateur de renseignement dans mes anciennes fonctions de dire où on a l'enquête. Les familles sont associées via leurs avocats au déroulement de l'enquête. Je sais que c'est long, 3 ans, mais la difficulté aussi, c'est que Kidal et puis tout le territoire du Nord Mali, pour s'y rendre pour des juges ou pour des services d'enquête judiciaire, c'est pas simple. Ce qui est étonnant, et c'est toujours pour citer ce livre, Les Confessions de François Hollande à deux journalistes du Monde, un président ne devrait pas dire ça, justement, il fait le lien entre ceux qui, à l'époque, détenaient l'otage Serge Lazarevitch et les tueurs de Ghislaine et Claude. Donc ça donne l'impression que le président, lui, sait des choses que d'autres ne savent pas. Oui, mais ce que vous dites, contrairement à ce que j'ai entendu, que ce soit pour Lazarevitch ou même pour les otages d'Arlit, ce débat, il a eu lieu immédiatement après l'assassinat de vos confrères. Il a eu lieu immédiatement, puisque très peu de temps avant, 3 jours avant, il y avait eu aussi la libération des otages d'Arlit. Et certains ont dit qu'il y avait un lien. Donc tout ça a été débattu, et y compris par les grands médias nationaux, sur le thème: est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Quelque chose aurait été promis qui n'aurait pas été fait. Mais bon, voilà, c'est en réalité ce que dit le président. Ça reflète aussi l'état des discussions à ce moment-là. Christophe Ayad. Vous voyagez pas mal en Afrique dans le cadre de vos activités politiques. Comment vous évalueriez la menace? Est-ce que les pays africains, on va parler du Maghreb par exemple, sont plus fragiles? On a beaucoup parlé de la Tunisie comme pays qui compte quasiment le plus de djihadistes partis en Libye et en Syrie. Est-ce que le Maroc, l'Algérie vous semblent au même niveau de fragilité ou de menace si on se concentre sur ne serait-ce que sur l'Afrique du Nord? L'Algérie a malheureusement une décennie noire, donc une expérience très forte sur la lutte contre le terrorisme, avec un soutien de la population qui est dans une logique aujourd'hui de plus jamais ça. Donc on part pas sur les mêmes bases. En Tunisie, il y a une vraie volonté aujourd'hui
de refonte d'un certain nombre de services de façon à les rendre aussi opérationnels que possible. On a vu ce qui s'est passé au moment où il y a eu une tentative, pas seulement d'attentat, mais d'incursion, voire d'annexion d'une partie du territoire tunisien avec l'affaire de Ben Gardane, qui a été quand même, bien sûr, la résultante d'opérations de la coalition en Libye. Donc c'était une façon aussi de montrer que l'organisme était toujours vivant, virulent et capable d'attaquer, y compris à l'intérieur d'un territoire. C'était en réaction contre mais les Tunisiens ont réussi quand même à juguler l'affaire. Moi, je suis frappé de voir que, et c'est un petit peu injuste quelque part, l'image qu'on a aujourd'hui de ces pays, c'est que ce sont des pays à très haut risque. Bien sûr qu'il y a du risque, mais il y en a aussi à Paris, il y en a aussi à Washington, il y en a à Canberra, il y en a un peu partout du risque terroriste. Vous étiez tout récemment là, en Tunisie, vous iriez sur les lieux des anciens... Oui, il y a une semaine, dans le cadre des contacts que j'ai pour préparer la campagne législative, je me suis rendu avec ma compagne un week-end à Sousse. Et très honnêtement, je change de casquette, l'ancien patron du centre de crise, dont la mission était précisément de radiographier ou de cartographier le risque à l'échelle de la planète, j'ai pu voir que les Tunisiens prenaient ça très au sérieux. Sur la plage où nous étions, il y avait aux deux accès de la plage des dispositifs de sécurité. Les gens se sentaient relativement en confiance. Donc je pense que ils ont tiré les enseignements de ce qui s'est passé. Alors c'est vrai que c'est un peu la double peine. À la fois, vous êtes frappé par des terroristes qui s'attaquent directement à votre société, à votre économie, et en plus, l'image est telle que vous perdez l'essentiel de votre potentiel touristique. Et aujourd'hui, si la Tunisie a pu malgré tout assurer une transition en douceur, c'est grâce aux touristes algériens. Didier Lebray, vous parliez du Maghreb. Si on descend un peu plus bas, au Sahel, la France est engagée dans une opération Barkhane dont on a l'impression qu'elle est là pour 20 ans, 30 ans. C'est-à-dire qu'on est quand même sur un territoire grand comme l'Europe, avec 2500 hommes et des réseaux de contrebandiers, de terroristes, de trafiquants d'armes, de trafiquants de drogue. Comment on peut contrôler ça? Et est-ce qu'on n'a pas vu trop grand, quoi, pour un pays comme la France, militairement? Je pense que, malheureusement, et on le voit aujourd'hui dans la mise en œuvre, par exemple, de l'accord d'Alger, un an plus tard, les difficultés au Normali pour arriver à franchir les unes après les autres les principales étapes, l'autorité intérimaire, les élections locales, la possibilité d'intégrer dans l'armée malienne nationale des éléments des différentes composantes signataires de l'accord. On voit que tout ça prend du temps, tout ça est compliqué parce qu'il faut restaurer quoi, au fond? Il faut restaurer la confiance. Il faut à la fois que les groupes signataires de l'accord au nord aient la certitude que les autorités maliennes s'engagent dans un processus irréversible de délégation. C'est vrai, c'est l'accord qui a été passé d'un certain nombre de compétences à ces territoires avec plus d'autonomie. Et d'un autre côté, Bamako est fondé à contrôler l'ensemble de son territoire et à être certain que ces groupes qui sont aujourd'hui signataires, qui autrefois, pour certains d'entre eux, étaient des groupes armés, donc les Touaregs, Touaregs arabes et autres. Exactement, vont jouer le jeu et vont contrôler ces fameuses routes de contrebande, vont être partie, je dirais, d'un système économique qui ne soit pas criminel, mais qui soit un système économique sain. Vous venez d'en évoquer l'idée dans une de vos réponses précédentes. Est-ce que ça aurait du sens de faire une sorte de cartographie mondiale du risque? Ou est-ce que le risque est partout, le risque terroriste est partout? C'est ce qu'on fait. Je veux dire, si vous regardez, par exemple, vous tapez sur Internet « situation au Mali », vous allez tomber tout de suite sur le site du Quai d'Orsay, conseil aux voyageurs, avec la carte du risque. Donc c'est une carte mondiale. Mais elle est mouvante, cette cartographie. Elle est mouvante. Il y a en moyenne 3 à 5 changements par jour qui sont opérés à l'échelle du globe. Ce qui veut dire qu'elle est très très vivante et dès qu'on a une information, on adapte la cartographie du risque. Mais c'est aussi quelque chose qui doit se faire dans le cadre d'un dialogue. Il n'y a pas une analyse, bien sûr qu'on essaie de la faire de la manière la plus objective possible, mais c'est aussi un dialogue avec les autorités du pays, pas pour négocier la cartographie elle-même, mais pour être certain que là où il y a un risque, si les autorités du pays sont capables de prendre des mesures
correctrice ou compensatrice, eh bien dans ce cas-là, on réévalue aussi le risque. Didier Lebray, Christophe évoquait tout à l'heure l'opération Barkhane. Est-ce qu'il vous semble que les Européens, les autres pays d'Europe, devraient s'associer davantage à cet effort fait dans cette zone sahélo-saharienne? Alors c'est fait à travers principalement les financements et la formation. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a peu de pays qui disposent à la fois de l'expertise, des moyens pour pouvoir intervenir sur des théâtres qui sont aussi compliqués. Mais est-ce qu'on se bagarre suffisamment pour obtenir de ces pays une aide? Je crois que tout ce qu'on pouvait faire, on l'a fait. Après, vous connaissez l'Europe des 27 ou des 28. C'est une Europe qui a des agendas diplomatiques ou politiques à géométrie variable. Certains pays sont plus intéressés par ce qui se passe en Russie, au nord de l'Europe. D'autres se sentent directement concernés par l'Afrique et le bassin méditerranéen. Voilà, donc arriver à obtenir l'adhésion de toute l'Europe autour d'une priorité diplomatique. Moi, quand je réunissais par exemple mes homologues européens sur la lutte contre le terrorisme, j'avais pas 28 pays, j'en avais 12, 13 maximum. Ceux qui considéraient que la menace terroriste était quelque chose qui les concernait. Et les autres, ça les intéresse pas? Ça leur paraît pour l'instant relativement encore hypothétique. Et le Brexit, s'il se produit, est-ce que pour vous c'est une faiblesse supplémentaire de ce point de vue-là? Oui et non. Non, parce qu'en réalité, le Royaume-Uni, comme les États-Unis, sont des partenaires avec lesquels les services français travaillent au quotidien, avec lesquels on a d'excellentes relations. Donc je ne pense pas que ça changera grand-chose. Didier Lebray, avant d'être coordinateur national du renseignement, avant de diriger la cellule de crise au Quai d'Orsay, vous étiez ambassadeur en Haïti. C'était votre dernier poste à l'étranger. Quel regard vous portez sur ce pays qui, depuis, aurait dû tenir une élection présidentielle il y a un an, va peut-être la tenir courant novembre, et vient de subir une nouvelle fois une catastrophe naturelle, l'ouragan Matthew. Vous-même, vous avez vécu la période du tremblement de terre et les élections qui ont suivi. Est-ce que l'histoire se répète sans cesse en Haïti, une sorte de malédiction? Je dirais pas ça. D'abord, je ne pense pas qu'il y ait de malédiction. Je pense qu'aucun pays n'est victime de malédiction, même si c'est vrai que c'est un pays qui a été frappé plus qu'à son tour, à la fois de catastrophes naturelles, de maux qui sont d'abord humains, je veux dire une dictature, Duvalier, père et fils. Mais je ne pense pas qu'il y ait de malédiction. En tout cas, moi, ce que je regarde, c'est ce que j'observe sur le temps long. Je suis arrivé en 2009. Le pays était en phase de réconciliation déjà depuis plus d'un an, sous la présidence de René Préval. Avec, bien sûr, des choses qui ont dû être faites, d'intégrer certains éléments, voire vous avez certains parlementaires dont on peut questionner le pédigré, etc. Mais il n'empêche que ce travail de réconciliation a été fait. Aujourd'hui, on est en 2016, donc on est à quasiment 10 ans de relative paix civile. Bien sûr que les élections sont toujours compliquées, bien sûr qu'il y a des contestations, bien sûr qu'il y a des catastrophes naturelles, mais qu'à un cas, si j'ose dire, le pays chemine. Les investissements étrangers arrivent, Port-au-Prince s'est reconstruit. Je ne veux pas faire preuve d'une espèce d'optimisme. Vous estimez que Port-au-Prince est reconstruit aujourd'hui? Non, pas tout Port-au-Prince, mais les investissements arrivent. À Cap-Haïtien, vous avez une zone franche industrielle qui a attiré beaucoup d'investissements. Je veux dire qu'il ne faut pas demander à un pays qui sort d'un demi-siècle de dictature, malheureusement très peu éclairée, de pouvoir se reconstruire. Le séisme, qu'est-ce que c'est? 300 000 victimes du séisme. Bien sûr que c'est la puissance du séisme, mais c'est quoi? C'est le résultat aussi de toutes les déficiences accumulées. Quand vous n'avez pas d'état de droit, quand vous avez un cadastre sauvage, quand vous avez des permis de construire qui sont achetés, au lieu d'avoir, comme au Japon, 20 000 morts, vous avez 300 000 morts. Mais qui tue? Ce sont plus les hommes, à travers l'incurie, si j'ose dire, des gouvernements, que la nature elle-même. Malgré tout, pour ce qui est de la façon dont on délivre l'aide en cas de catastrophe, on voit que là, on a l'impression que rien n'a été vraiment appris, puisque après le passage de Mathiol, la distribution, c'est tellement catastrophique, il y a même eu des morts, les populations sont tellement éprouvées. Qu'est-ce que vous en tirez comme leçon? Le fait qu'il y ait eu un tel déversement d'aide, ou peut-être théorique, ou ça soit... Moi, je suis pas d'accord avec l'idée qu'il y a eu un tel déversement d'aide au moment du séisme. Je pense que toute l'aide qui a été attribuée en Haïti a joué un rôle considérable pour amortir le choc et permettre au pays de repartir. Donc je ne ferai pas un procès comme certains l'ont fait. Bien sûr qu'on peut toujours faire mieux, bien sûr que la coordination c'est compliqué dans un État fragile où vous n'avez pas d'autorité centrale qui puisse
organiser la coordination de manière optimale. C'est clair, c'est clair. Mais je pense que malgré tout, ça a permis d'accompagner un processus de transition qui aujourd'hui fait que le pays est en difficulté mais n'est pas en guerre. Didier Lebré, nous vous avons reçu donc, comme ancien coordinateur français du renseignement, poste que vous occupiez au moment des attentats. Parlons un peu de politique. On vous a allusion à ces fonctions, c'est-à-dire que vous allez briguer poste de député pour les Français de l'étranger, Afrique de l'Ouest et Maghreb, avec l'étiquette socialiste. Dis donc, vous arrivez au mauvais moment. Pour vous lancer en politique, on aurait pu trouver des périodes un peu plus joyeuses. Comme ça, on ne pourra pas me taxer d'opportunisme. Je le fais en connaissance de cause, au moment où, effectivement, le parti est engagé dans une réflexion de fond sur ce qu'il va devoir devenir dans les années à venir. C'est-à-dire après une défaite présidentielle ? Ça, ce sont aux électeurs, aux Français de nous le dire. Mais moi, je pars pas du tout vaincu. C'est un engagement que je fais de manière éclairée. J'ai 53 ans, j'ai eu la chance, ou peut-être même le privilège, d'être à beaucoup d'endroits dans le cadre de mes fonctions où il s'est passé des choses formidables et où j'ai pu modestement essayer de jouer un rôle. Aujourd'hui, j'ai envie de faire la même chose, mais directement pour mon pays et de manière plus politique. Qu'est-ce qui ne marche pas dans cette gauche et dans ce Parti socialiste? Qu'est-ce qui ne marche pas? Rien ne marche. Juste pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, ma conception de l'engagement politique, c'est une espèce de service civique. Et je pense que c'est important aujourd'hui, et je le sens, je l'entends un petit peu partout de la part de nos compatriotes. Ils souhaitent aujourd'hui qu'on fasse de la politique de manière un peu différente et que ce ne soit pas quelque chose forcément pour toute une vie, mais que ce soit quelque chose venant de la société civile, voire même de gens qui ont, une fois dans leur vie... C'est plus homme politique ou femme politique de profession. Quoi. Non, mais des gens qui, à un moment de leur carrière, feront un mandat, 2 mandats, parce qu'ils veulent rendre à la société et à nos compatriotes ce qu'ils ont pu apprendre et accumuler tout au long de leur carrière. Ensuite, Didier Lebret, il y a tout un système en place. Il y a des gens qui sont là en embuscade, qui souhaitent aussi se présenter. Il y en a qui contestent en fait le caractère récent de votre arrivée au PS en tant que membre du Parti socialiste. Écoutez, mon engagement politique, je le connais. Donc, ils peuvent le contester. Ce sera aux électeurs de trancher. Donc, je ne suis pas plus inquiet que ça. Bon. Il y a autre chose aussi. Lors de la dernière présidentielle, cette zone sur laquelle vous êtes candidat avait voté très largement en faveur de François Hollande. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Il y a des problèmes qui se sont accumulés. Il y a beaucoup de binationaux dans cette zone, au Maroc notamment, qui n'ont pas du tout apprécié la polémique sur la déchéance de nationalité. Comment est-ce que vous allez leur parler ? Je vais leur parler des problèmes qui sont les leurs et leur expliquer que l'engagement qui a été le mien pendant 25 ans, je le mets aujourd'hui au bénéfice de mes compatriotes de l'étranger. Mais sur cette question de la déchéance de nationalité, ça a heurté beaucoup de binationaux. Bien sûr, parce que se sentent pleinement et français et algériens, et tunisiens et français, et maliens ou sénégalais et français. La question ne se pose pas. C'est pas où, c'est comment être pleinement et assumer pleinement cette appartenance double ou multiple qui les rend aussi fiers d'être français que d'être sénégalais ou algériens ou tunisiens. Donc bien sûr que c'est quelque chose qui a été vécu douloureusement. Mais vous regrettez que ça soit venu sur le tapis ? Mais on peut expliquer à nos compatriotes dans quel contexte ça a été pris. Il y a un moment où le président de la République avait besoin de conforter l'unité nationale après le 13 novembre. On en a parlé tout à l'heure. Et vous ne considérez pas que ça a été un faux pas ? À un moment où, une fois encore, on avait des clignotants qui étaient très inquiétants, qui montraient qu'il pouvait y avoir une réponse, des réponses individuelles à ces attentats, qui auraient pu être allumer une mèche et dresser nos compatriotes les uns contre les autres. Donc, dire aux Français, vous êtes Français, c'est un acte d'adhésion fort, c'est un pays dont les valeurs sont les vôtres. Vous avez adhéré à ces valeurs, vous ne pouvez pas porter les armes contre votre peuple. Voilà, c'était une façon de faire ça. Ça a été compris diversement par nos compatriotes. Et bien évidemment, il faut l'expliquer, même si je pense que c'est quelque chose qui est difficile. Didier Lebré, merci d'être venu à International. Je rappelle que vous êtes diplomate français, ancien coordinateur français du renseignement et l'année prochaine candidat aux élections législatives pour les Français de l'étranger. Merci d'avoir éclairé donc le contexte de ces attentats d'il y a 1 an en France.
Excellente suite de programmes sur les antennes de TV5 Monde de RFI et excellente lecture de notre confrère Le Monde. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre international.